Quand on parle de vestiges romains, on pense très rarement à une voie. On pense à des monuments, on pense à des arcs de triomphe, on pense à des amphithéâtres, on pense à des aqueducs, on pense à des villes, mais rarement à une voie. Et en fait, pourtant, on peut dire que les voies romaines structurent notre paysage, nos paysages, d'ailleurs qu'il s'agisse de la Narbonnaise, qui, vous le savez, a été conquise bien avant les autres parties de la Gaule, mais il y a des indices qui permettent de déterminer qu'une voie romaine passait par là. Cela dit, parfois on attribue le nom de voie romaine à des voies qui sont bien postérieures et qui sont simplement des tracés du Moyen-Âge. Alors il faut savoir que les tout premiers chemins, évidemment, ont été tracés par des animaux avant d'être utilisés sous forme de pistes par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Et ensuite, quand sont arrivés les éleveurs-agriculteurs du Néolithique, on va commencer à voir se dessiner les premières routes avant que des voies commerciales beaucoup plus, j'allais dire, estampillées comme telles, ne soient ouvertes pour acheminer l'étain. Vous savez que les métaux, c'est fondamental dans l'Antiquité, l'étain, l'or, l'ivoire du nord-ouest vers les pays méditerranéens, et ils accueilleront aussi dans l'autre sens, évidemment, les produits finis de la Grèce, de l'Étrurie et de Rome, bien entendu. Et les Romains vont savoir utiliser rapidement ces voies qu'ils vont élargir, qu'ils vont consolider, et pour lesquelles ils vont constituer une espèce de continuum sur l'ensemble de l'Empire. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Alors, notre toponymie, vous le voyez là, garde un souvenir, alors évidemment j'ai fait des tris, mais le nombre de camps de César, de voies romaines, de voies gallo-romaines, d'anciennes voies romaines, dans toute la Gaule, et pas seulement ici, on pourrait en remplir des catalogues et des catalogues. Alors il faut savoir que quand la voie romaine était empierrée, ce qui n'arrive, on va le voir, pas si souvent que ça, on l'appelait en latin via strata, ou simplement strata. Et c'est ce qu'on retrouve évidemment en France, avec des toponymes comme Estrée, avec des variantes, Estrate, Etra, Lostrate, et peut-être, mais ça, les gens d'Étretat ont du mal à l'admettre, peut-être aussi Étretat. Et c'est possible. Et c'est un mot ancien qui indique simplement route et qui a été conservé par les langues actuelles, street en anglais, Straat en néerlandais, Strasse en allemand et Strada, la Strada, en italien. Et d'autre part aussi, on a plein de villages ou de villes qui s'appellent maison quelque chose, maison Alfort, maison Lafitte, et surtout des maisons rouges. Et ça, c'est le souvenir des anciennes mansiones qui étaient les relais auberges, qui étaient le long de ces voies. Alors, l'Empire romain possédait un immense réseau de voies qui étaient reliées les unes aux autres et qui s'étendaient sur environ 300 000 kilomètres à l'apogée de l'Empire. L'apogée de l'Empire, c'est sous Trajan à peu près. Et au final, elles venaient plus ou moins toutes de Rome, évidemment, puisque tous les chemins, vous le savez, mènent par définition à Rome. C'était le point de départ de toutes les voies, ce miliaire que vous voyez ici, qui... Bon, ça c'est de la reconstitution. Ça c'est ce qu'il en reste vraiment sur le forum. C'est ce qui reste. En fait, en vrai, ça ne partait pas du tout. Ça ne partait pas du tout de cet endroit, ça partait plutôt des fortifications, des remparts de Rome. Enfin, c'est pas très grave non plus. Et progressivement, la Gaule va bénéficier d'un maillage équivalent. Alors, vous voyez déjà, première erreur, vous voyez, ça commence, vous voyez la Via Domitia, qui est en violet, qui va de l'Espagne, on voit Narbonne, la colonie, voilà, on voit Narbonne, évidemment là c'est les Pyrénées. Bon, Arlate, les gens de Nîmes, alors là, sont super vexés, il ne faut pas leur parler de ça. Bon, bref, ben oui. Enfin bref, c'est pas très grave, ça donne quand même une idée d'un réseau gaulois, si vous voulez.
Et il faut savoir que, justement, voilà quelque chose d'un peu plus juste. Hein, voilà, c'est rectifié. Alors là, on voit effectivement qu'Arelat, bien sûr, avait des voix, c'est évident, il n'y a pas besoin non plus de... Mais ça n'est pas la voix domitienne qui passait par là, qui passait en fait par Nîmes, ensuite Beaucaire, et qui ensuite remontait jusqu'au col du Mont-Genèvre, dans les Alpes. Alors on verra tout à l'heure que, en fait, la voie Domitia, c'est pas la totalité, c'est sans doute les Pyrénées, depuis les Pyrénées, jusque-là à peu près. Ensuite, ça portait un autre nom, et ça n'était, bon, peu importe les noms, vous savez, la Nationale 7, la Nationale 8, bon, ça peut changer de nom aussi, même du temps des Romains. Mais la vraie, j'allais dire, la vraie voie Domitia, c'est celle qui va de Beaucaire jusqu'aux Alpes. Alors, c'est la plus ancienne voie romaine construite en Gaule. Elle a été construite en 118 avant notre ère. Et en Italie, il y en a une aussi très ancienne, et celle-là, c'est peut-être celle-là aussi qui nous a fait parfois tromper, c'est la Via Appia, qui, elle, est pavée pratiquement sur la totalité de son parcours. Voilà ce qu'est la Via Domitia à Pinès. C'est moins glorieux, on va dire. Hein. C'est un petit peu moins glorieux. Et voilà ce qu'on nous montre par erreur dans beaucoup d'ouvrages concernant la Via Domitia. Manque de chance, ça c'est pas du tout la voie domitienne, c'est ce qui passe à Ambrusum et qui dessert l'oppidum d'Ambrusum. Donc ça ne veut pas dire que jamais elle n'était empruntée, bien sûr qu'elle était empruntée cette voie, mais ça n'est pas la vraie voie domitienne. Alors, voilà ce que ça donnait, la voie domitienne. En fait, il y a le pont d'Ambrusum, que tout le monde connaît, je suppose. Bon, non. Alors, ce pont qui permettait de franchir le Vidurne, vous savez, le Vidurne, c'est un fleuve, non, une rivière, ça peut le vexer. Bon, d'accord. En tout cas, qui est très capricieux et qui a emporté progressivement. Il y avait 11 arches, on pense, au départ, hein, en tout. Il n'en reste plus qu'une, on la reverra tout à l'heure. C'est pas beaucoup. Hein. Et on voit que, si vous voulez, le long de ce Vidurle, qui faisait des vidourlades, hein, c'est bien connu, il y avait un certain nombre de bâtiments. Et ces bâtiments, c'était un relais de poste où on pouvait changer les chevaux, où on pouvait manger. C'est des aires d'autoroute perfectionnées, on va dire. Et puis, il y avait des hôtels avec des catégories assez différentes. Bon. Alors, le passage par la route n'était pas exclusif. Ça coûtait beaucoup moins cher. Ah, pourquoi ne veut-il pas? Ça coûtait beaucoup moins cher, en fait, de prendre les cours d'eau. Bon, le Rhône n'était pas non plus toujours terrible, il faut être honnête. Mais en principe, si vous voulez, ça coûtait moins cher, ça allait pas forcément plus vite, mais c'était sûrement plus économique. Le seul problème, c'est que sur les cours d'eau, vous ne pouvez pas faire passer des légions. On se pose d'ailleurs un peu la question de savoir, mais ça c'est une autre histoire, où est bien passé Hannibal quand il a franchi le Rhône, parce qu'il a bien fallu qu'à un moment donné, il le franchisse. Bon, c'est un autre aspect. Alors, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'on pouvait effectivement emprunter des voies, fluviales. Alors, on sait aussi on l'a déjà dit, que les voies n'étaient pas systématiquement pavées, n'étaient pas systématiquement dallées. En dehors des agglomérations, les voies ressemblaient un tout petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure en parlant de Pinay, où la voie, qui est bien une voie romaine, tout ce qui est de plus estampillé, était recouverte d'une espèce de gravier ou d'une espèce de sable. Il n'y avait pas de ça. En dehors des agglomérations, on n'avait pas de voie pavée. Sinon, dans des tronçons fortement pentus et dans des endroits où il y avait
il y avait des raisons de prestige, on va dire. La traversée des agglomérations, en revanche, souvent, était un signe justement de richesse. Ça valait la peine de montrer que ça se posait là quand même. Hein. Vous vous souvenez tous de ce tracé à Pompéi, à l'intérieur de la ville de Pompéi, où il y a des espèces de plots sur lesquels on traverse, parce qu'il faut savoir que c'était un peu humide, hein, parfois, il ne fallait pas trop mettre sa toge dans la rue proprement dite. C'était mieux de circuler un petit peu à pied sec. Mais c'est vrai que le système était quelque chose d'important. Alors comment est-ce qu'on faisait pour tracer des voies? Eh bien on utilisait cet appareil qui pour moi est un petit peu abstrait, qui permet de déterminer comment la voie allait être tracée pour qu'elle soit, parce que les Romains c'est des maniaques, elle soit le plus rectiligne possible, même si elles ne sont pas toujours toutes droites. On a vu tout à l'heure en Brussomme, il fallait bien faire un coude pour passer du pont à la voie. Sinon, on serait allé tout droit, ça présentait quand même pas beaucoup d'intérêt. Alors, donc, autre chose, voilà un élément d'une stèle qui a été vraisemblablement destiné à un agrimensor. L'agrimensor, c'est celui qui construit les voies, une espèce d'ingénieur, dont on n'a d'ailleurs pas beaucoup de traces, on ne connaît pas leur nom. Hein. On ne sait pas du tout, par exemple, qui a construit Pont du Gard. Il n'y a pas d'hommage particulier à celui qui l'a fait. Alors là, on voit effectivement sur cette stèle mortuaire une groma, c'est-à-dire les 4 éléments avec des fils à plomb. Ici, vous voyez, qui permettent effectivement, au fur et à mesure qu'on va planter des repères, ce qui permet d'avoir une route la plus rectiligne possible. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants, par exemple des éléments, des ouvrages d'art, ce qu'on appellerait des ouvrages d'art maintenant, et qui montrent que effectivement les Romains, alors vous voyez tout en haut un pont qui est extrêmement intéressant, et ça qui concerne la Via Domitia. Les 2 autres ne concernent pas la Via Domitia, mais simplement donnent un exemple. On avait moins besoin de faire ce type de construction parce qu'on n'était pas en pleine montagne. Après, quand on est en Espagne, c'est plus l'affaire de la Via Domitia, c'est l'affaire d'une voie espagnole. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Alors, il faut savoir aussi autre chose, c'est que les Romains n'ont pas inventé un système viaire. Il faut se douter que si César a envahi si rapidement la Gaule chevelue, c'est peut-être parce qu'il y avait quand même des routes. Il ne les construisait pas au fur et à mesure. C'est pas le viaduc de Millau, vous voyez. Il ne les construisait pas au fur et à mesure que ses troupes avançaient. Ça aurait fait perdre beaucoup de temps. On sait qu'il y avait des voies du temps des Gaulois. On sait qu'il y avait des ponts en bois aussi pour franchir les cours d'eau, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est une remarque qu'il faut absolument garder en mémoire. Alors, les voies avaient en principe vous savez, les Romains, ils sont un peu maniaques hein, par certains côtés, si vous voulez, c'est la règle, il faut appliquer la règle. Et il y a une loi, qui est la loi des 12 tables, qui a déterminé d'entrée de jeu quelles étaient les dimensions possibles de la voie. Quand ça ne tourne pas, c'est 8 pieds de large, c'est-à-dire 2,40 m. Et puis quand ça tourne, évidemment, il faut savoir que, vu le système des chars, qui avait une petite cheville ouvrière, vous savez, c'est ce qui permet de tourner, il fallait quand même prendre son élan. Et ça devait ressembler un petit peu aux manœuvres qu'on fait quand on recule avec une remorque. Hein. Tout le monde a connu ce moment de grande solitude. Eh bien, c'est un petit peu pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre son élan pour pouvoir tourner de 30 degrés au fur et à mesure. Donc, évidemment, il faut obligatoirement que ce soit extrêmement large. Est-ce qu'il y avait des règles pour fonctionner avec les voies? On ne sait pas. On n'a rien. On a en revanche un élément qui s'appelle la pierre de Chagnon, qui donne les règles
pour ce qui concerne le tracé des aqueducs. On n'avait pas le droit, par exemple, de faire des cultures ou de s'avancer trop près du tracé des aqueducs. On peut penser que compte tenu de ce qu'on sait sur les voies, c'était un petit peu la même chose. Ça devait être protégé parce que simplement, si vous voulez, si on commençait, il fallait retenir les revêtements. Il fallait empêcher que tout s'écroule comme ça. Donc on ne pouvait pas intervenir de manière tout à fait libre, on va dire. Alors, il faut savoir aussi pourquoi on faisait des voies. C'est surtout parce que on a besoin, au départ, rappelez-vous, on est en 118 avant, c'est bien avant Auguste, on a au départ besoin d'assurer la sécurité de l'Empire. On a besoin donc de faire circuler les armées. Et vous savez que les armées, ça occupe pas mal de place. Les armées romaines, ça occupe quelques kilomètres. Et on a besoin aussi de surveiller les frontières. À l'époque dont on parle, les Romains avaient partiellement conquis l'Espagne. Évidemment, ils étaient maîtres d'une bonne partie du nord de l'Italie, mais entre les deux, c'était pas terrible. Donc, la conquête de la Narbonnaise a permis effectivement de progresser. Et comment progresser encore mieux, si ce n'est en construisant une vraie voie importante, si vous voulez, et qui, c'est peut-être pas le plus commode, les Alpes à l'Espagne. Alors, ça a constitué aussi, pas seulement en Narbonnaise d'ailleurs, un important facteur de romanisation. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a pu appliquer un certain nombre de choses, des aspects religieux. Bon, je sais que les Romains n'étaient pas très regardants sur la religion. Les gens continuaient à adorer les dieux qu'ils avaient, ça allait. Sauf une chose, le culte impérial. Alors là, ils étaient intraitables. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens au départ ont eu un peu de problème? C'est parce qu'ils ne voulaient pas adopter le culte impérial. Ça ne leur a pas forcément porté chance au départ. Après, on sait bien ce qu'il en est advenu. Alors, après Auguste, la voie sert aussi à acheminer le cursus publicus, c'est-à-dire la poste impériale, extrêmement importante, qui permet à des messagers d'aller porter des lettres, des plis à tel ou tel général, à telle ou telle garnison, etc., etc. Bon. Et puis, après, évidemment, ça a facilité les déplacements des commerçants avec leurs marchandises. Et alors, il existe 3 catégories de voies. Je vous ferai grâce des moins importantes. Les moins importantes, c'est ce qu'on appelle les voies privées, c'est-à-dire une espèce de petit chemin, un petit chemin qui mène à des propriétés. Vous avez des villas. Bon, évidemment, il faut bien permettre à ces villas de se développer, de sortir des denrées ou d'en ramener. L'entretien de ces voies, évidemment, est à la charge du propriétaire et leur accès est évidemment limité. En général, ça n'accède pas, c'est des toutes petites voies qu'on appellerait chemins vicinaux maintenant. Il y a ensuite les voies vicinales, donc justement, Vicus, c'est le village. Vous avez, je ne sais pas si vous avez autant dans les Bouches-du-Rhône de villages qui s'appellent Vic quelque chose. Mais dans le Gard, on en a énormément. Vic-le-Fesque, etc., qui simplement est la trace de ces anciens villages. Alors, c'est les plus nombreuses, les voies vicinales, et elles servent de liaison entre les voies publiques. Elles sont construites sous la responsabilité de ce qu'on appelle les pagis, c'est-à-dire des magistrats locaux, qui exigent des propriétaires qu'ils entretiennent la portion de voie qui traverse leur domaine. De ce point de vue-là, on n'a pas tellement changé. Alors, les plus importantes, et c'est celles dont je vais parler, ce sont les voies publiques. Elles sont construites et entretenues aux frais de l'État, et c'est ça qui est très important, et elles portent souvent le nom de ceux qui les ont tracées. C'est le cas de la Via Domitia, puisque cette Via Domitia a été édifiée par Cnaeus,
Domitius Aenobarbus Latria Nomina, lui c'est un vrai Romain, qui est le premier gouverneur de la Gaule transalpine. Alors, il n'a rien à voir avec l'empereur Domitien, hein, c'est ce que j'ai entendu dire, parce que ça s'appelle la voie domitienne, évidemment. Non, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, c'est bien antérieur quand même, hein, Domitien n'était pas né là. Et initialement donc réservées aux légions, elles sont en accès libre et on voit qu'en principe, leur largeur va varier entre 6 et 12 mètres. Alors, comment est-ce qu'on procède après avoir travaillé avec la Groma? Il va y avoir un processus d'appel d'offres. De ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de changements non plus. Et on va sélectionner les entrepreneurs privés qui vont se charger de la construction de cette voie. Alors, ils ont recours évidemment à des ouvriers, à des criminels condamnés aux travaux forcés, on va dire, et à quelques esclaves quand même, parce que c'est quand même, c'est normal. Hein, bon. Parfois, on demande à l'armée et à ses ingénieurs militaires de concevoir la route ou de diriger les travaux. Ils ont souvent le sens du commandement. Et parfois aussi, on chargeait les légions de la construction des voies dans le cadre d'opérations militaires. Parce qu'une fois qu'on a conquis un pays, c'est pas bon du tout de permettre à l'armée de n'avoir qu'à se tourner les pouces. Vous savez bien que ça donne parfois de mauvais résultats. Il y a intérêt à les charger de quelques travaux incidemment. Alors, par exemple, on sait qu'il y a la voie flaminienne, bon, qui est une voie italique, qui a été construite par les hommes d'un consul. Alors, on connaît quand même un scandale qui a frappé la construction de la Via Domitia. C'est pas le cas partout, hein, et qui implique un certain Marcus Fonteius, qui est gouverneur de la province romaine de Gaule transalpine de 76 à 74 avant notre ère. Alors, en 69 avant notre ère, des Gaulois de la région déposent plainte à Rome contre lui. Culotté quand même, hein. Ils l'accusent de concussion, de prévarication et de violence. Alors, la prévarication et la concussion, c'est en fait se mettre dans la poche l'argent qui est destiné, par exemple, à l'entretien de la voie. Ça se fait pas trop, enfin, en principe. Quoique, bon, voilà. On lui reproche d'avoir touché des pots de vin sur des voies romaines dans le prolongement de la Via Domitia. Et devinez qui est son avocat, le Dupond-Moretti de l'époque, Cicéron. Cicéron, il n'a que 23 ans, mais il commence déjà à plaider de manière assez sérieuse. Et alors, vous savez, tous ces discours s'appellent pro quelque chose. Pour quelqu'un, ça s'appelle le pro Fonteio. Vous pouvez aller regarder le texte, c'est intéressant. Mais je vais vous en donner les meilleurs extraits. Il va s'en donner à cœur joie contre ses accusateurs barbares, qui ont des mobiles revanchards et qui sont caractérisés par leur feritas, c'est-à-dire leur mœurs sauvages, leur cruauté, et leur vanitas, c'est-à-dire leur prétention, défaut qui l'oppose évidemment aux qualités du civilisé romain ou grec. Bon, c'est classique, hein. Alors, il va utiliser une technique bien connue qui consiste à discréditer l'adversaire et par des arguments qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Par exemple, il évoque les sonorités horribles de la langue gauloise. Ah. Représentant le monde connu depuis l'Espagne, les Pyrénées, jusqu'à l'embouchure du Gange. Excusez du peu quand même. Au IIIe siècle, c'est normal. Là, on est au top, quoi. Après, ça va un petit peu moins bien marcher. Il n'est pas réaliste, hein, ce document, d'ailleurs, vous l'avez constaté, mais il est conçu finalement comme un GPS, comme une représentation schématique des itinéraires. On n'est pas dans la carte au sens fort du terme, mais on pense aussi au plan, vous l'aurez tout à l'heure, au plan du métro de Londres, si vous connaissez. C'est un petit peu la même chose. C'est pas réaliste, c'est-à-dire que ça fait tout, c'est orthogonal, mais ça ne correspond pas aux itinéraires. Alors, pour ceux qui n'auraient pas réussi à bien... voilà. Bon, c'est mieux quand même. Hein. Et vous voyez, alors là, vous avez Marseille,
vous avez Aix, vous avez les entrepôts de Fos, enfin les Anoréum, hein, bon, il y a même quand même, hein, elle est là, hein, bon, je ne l'ai pas effacée, hein. Là il y a Nîmes, et là il y a Narbonne, mais vous voyez, on voit aussi la Garonne, hein. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait réaliste, on voit Lyon, on voit Vienne, etc. Alors, je vous avais parlé du plan du métro de Londres. Là, on a réalisé une espèce de plan à la manière du plan de Londres, du métro de Londres, pour désigner les principales. Elles ne sont pas toutes, bien sûr. Il n'y a pas les 300 000 kilomètres. Mais bon, ça permet finalement de se rendre d'un point à un autre sans finalement s'occuper du paysage autour. Alors, la distance entre deux bornes, je me méfiais de moi, s'appelle un mille et qui correspond à 1000 doubles pas romains ou à 8 stades. Ça vous dit tout de suite quelque chose, bien sûr, j'en suis sûr. Bon. Alors, on a retrouvé très récemment d'ailleurs, en 1940, enfin très récemment, assez récemment, dans la région de Narbonne, la borne milliaire originelle qui est dédiée à Domitius et Enobarbus, et il s'agit sans doute de la plus ancienne pierre inscrite en latin trouvée en Gaule et la plus ancienne borne romaine trouvée à l'ouest de l'Italie. Et il ajoute, enfin c'est le spécialiste qui nous dit, au moment où la borne fut plantée, cette ville, il parle de Narbonne, était donc déjà chef-lieu de cité et métropole de la province de Gallia Transalpina, c'est-à-dire de la Gaule transalpine, qui portera ultérieurement le nom de Narbonnaise. Hein. La Gaule transalpine, vous savez, il y avait la Cisalpine. La Gaule cisalpine, c'est vraiment le nord de l'Italie. La Gaule transalpine, c'est de l'autre côté des Alpes. Et elle portera plus tard, effectivement, le nom de Narbonnaise. Alors, vous savez quand même, à Codognan, on rend hommage, dans un rond-point, la France des ronds-points, à ce proconsul romain. Il n'y a pas d'erreur, hein, c'est très bien. Alors, on a recensé pour l'ensemble du monde romain plus de 4000 milliaires en latin, ce qui est pas mal. Parce qu'il y en a d'autres qui sont en gaulois, pas beaucoup, mais il y en a quelques, mais pas ici, hein, dans la Gaule chevelue. Chaque milliaire, évidemment, se présente sous la forme d'une colonne monolithique. Il y en a qui devraient reconnaître là. En majorité cylindrique. On va revenir à ça parce que celle-là est très significative. Leur hauteur varie entre 2 et 4 mètres et leur diamètre de 0,5 à 0,8 mètres. Bon, il n'y avait pas non plus une norme AFNOR hein, pour construire ces choses-là. Et elles portent la plupart du temps une inscription, en couleur ou non, et elles sont placées en hauteur pour une raison simple, c'est que les utilisateurs sont souvent montés à cheval. C'est rarement des piétons qui pérégrinent le long des voies ou dans des voitures tirées par des chevaux. Donc, on mentionne le nom du magistrat ou l'empereur qui a fait construire et réparer la route. Et elles sont très utiles pour nous, pas pour moi, pour les spécialistes, les vrais, pour déterminer la date d'érection de la borne. À l'époque, c'était aussi des outils de propagande extrêmement importants, au même titre d'ailleurs que les monnaies ou les statues. L'Empire romain était grand, vaste, et c'était un moyen indispensable pour communiquer, pour que le pouvoir puisse communiquer et être présent sur l'ensemble du territoire. Le téléphone, bon, enfin bref. Peut-être qu'ils ont inventé quand même le sans-fil, puisqu'on n'a jamais trouvé de fil. Alors, il y a une formule ensuite qui détermine quelle a été l'intervention. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a dressé? Est-ce qu'il l'a réparé? Enfin bref, ils sont toujours très précis. Et puis la distance entre le point d'origine, qui n'est jamais mentionné, et le lieu d'implantation de la borne, indiqué en 1000 romains. 1,480. Sur la Via Domitia, les distances sont d'abord calculées depuis Narbonne, ce qui est normal, c'est la capitale. Et puis sous Auguste, pour des raisons pas très compréhensibles, enfin pas très compréhensibles, ou du moins, si, compréhensibles, mais pas faciles à déterminer, c'est à partir de la porte Auguste, paraît-il,
que le décompte va s'effectuer à Nîmes. Alors, pour certains, il paraîtrait que ce serait à partir de cette colonne, un peu bizarre parce qu'elle ne ressemble pas du tout aux autres, elle est toute petite, ça pourrait être le point zéro. Et puis maintenant, on pense que, les archéologues pensent que, en fait, c'était sans doute quelques mètres avant. Bon, on ne va pas chipoter sur le détail. Hein. C'est bien pour un archéologue, mais je veux dire, c'est peut-être pas fondamental. Alors, un exemple assez proche, la commune de Manduel a bougé à plusieurs reprises. Hein. Sa colonne, qui est là, et qui porte une inscription dont je vous ferai grâce. Hein. Voilà, ça c'est l'inscription, ça c'est l'interprétation, parce que ce sont des champions de l'abréviation. Hein. L'épigraphie, parfois, ça permet de s'arracher les cheveux. Vous voulez que je vais vous donner, c'est pas la peine de prendre des photos, si vous voulez, je vous donne la clé, puis c'est tout. Hein. Ce sera mieux. Non? Enfin, je dis ça. Bon, faites ce que vous voulez. Hein. Bon, et ça, voilà, c'est du temps d'Adrien qu'elle a été. Parce que vous occupez pas de savoir si c'est Titus, c'est pas Titus, c'est pas Antonin non plus, le pieux, vous savez, celui qui est originaire de par ici, enfin, dont la famille est originaire de par ici. En fait, Adrien, c'est Adrien, fils du divin Adrien, son père qui avait porté aussi le nom d'Adrien, parce que son père adoptif, c'est Trajan. C'est Trajan. Auguste Pieux, non, enfin, bon, bref, vous savez que les empereurs avaient comme coutume de cumuler. Hein. Il était grand pontife, c'est-à-dire c'est le pape de la, si je puis dire, hein, toute proportion gardée, de la religion romaine. Alors, et après on dit combien de fois il a été impérator, c'est-à-dire général en chef, consul, père de la patrie, enfin bref. Lui, il a fait que réparer la route. Et puis, tout près, je suis désolée, c'est pas Arles, hein, mais pas très loin non plus, dans l'église Saint-Laurent de Jonquière. Bon, c'est assez sportif pour pouvoir rentrer dedans parce qu'il y a une clé et ça n'est pas ouvert de manière permanente. Mais on a 2 bornes milliaires, vous voyez ici, qui ont été réutilisées pour soutenir l'arc triomphal entre le chœur et la nef. Et puis vous avez un petit bout en prime, une troisième, alors celle-là, elle a été très abîmée, bon, qui est aussi dans cette église. C'est pas fréquent dans une si petite église d'avoir autant de bornes milliaires. Il y en a dans des tas d'autres églises, mais qui sont en général plus importantes. Alors, en tout, à ce jour, en principe, on connaît à peu près sur la Via Domitia l'existence de 90 bornes milliaires. Il y en a 23 qui sont perdues, peut-être pas pour tout le monde. Il y en a 67 qui sont visibles, 36 qui sont sur place, qui sont au bon endroit, en quelque sorte, et 31 dans des musées. Il y en a au musée de la Romanité, par exemple. Il y en a dans des parcs de châteaux. Il y en a une ici, d'ailleurs, de bornes milliaires, si je me souviens. Mais c'est peut-être pas... je ne sais pas. Dans les églises. Et donc, si vous voulez, dans cette église, c'est assez... En plus, le cliché est pas mal, hein, quand même. Hein, c'est assez champêtre. Alors, évidemment, les empereurs qui succèdent vont réaliser des bornages successifs. Et en principe, on pense que sur la Via Domitia, il y en a eu 8 bornages différents. Et Auguste va effectuer le 2e bornage, Tibère, son fils adoptif, le 3e, Claude, on va changer de niveau, Antonin le Pieux, le régional de l'étape, et Galère, puis Constantin, puis Julien. Vous dire qu'on a une panoplie. Alors, il y a un exemple unique. Alors, vous voyez, il y en a partout. Hein. Alors, il y en a un qui est au musée de la Romanité. Enfin, il y en a plusieurs au musée de la Romanité. Il y en a un, c'est dans l'église de Bernice. Mais alors, on ne peut pas le lire. C'est bizarre, hein. Là, c'est bon. Il y en a un, là, et c'est à Caveyrac. Et puis, celui-là, un peu moins réussi, je trouve, hein, parce qu'il n'est pas rond comme les autres, mais bon. Alors, il y a un exemple formidable. C'est tout près d'ici, hein. C'est les colonnes de César, évidemment, qui n'ont rien à voir, des Césars, enfin, bon, bref. C'est sur le tronçon qui va de Beaucaire à Redescends. Il y a un groupe de 4 bornes. Alors, la 4e, il faut beaucoup d'imagination, hein, quand même. Hein. Celle-là, elle doit dater de l'époque républicaine, semble-t-il.
Et ces quatre bornes, dites donc bornes des Césars, c'est exceptionnel parce que, en général, à son arrivée au pouvoir, un empereur n'avait qu'une hâte, c'était de liquider tout ce qui appartenait à son prédécesseur. Bon, des fois, non, mais quand même, hein, c'est important quand même qu'on sache se tenir au courant de l'actualité, on va dire. Et c'est remarquable qu'elle soit restée, et là on est certain, sur le remplacement d'origine. Alors, c'est des millières donc du XIIIe mille, depuis Nîmes, et qui ont été refaites sous Auguste, sous Tibère, sous Antonin, et puis la quatrième, donc je vous dis, bien antérieure évidemment, puisqu'elle date de l'époque de la République, donc bien avant Auguste. Et alors, cela dit, c'est le moment de vous faire part de quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous connaissez la Villa Loupian? Donc c'est dans les terres un peu au-dessus, hein, que à l'occasion, bon, c'est l'INRAP hein, qui a fait ses fouilles. D'une part, il y a eu un endroit où on a voulu reprendre une carrière de bauxite, donc l'INRAP a été mandaté pour aller faire des fouilles, et à un autre endroit, c'était BRL, l'entreprise des eaux, qui voulait faire passer je ne vais pas dire un pipeline, mais un tuyau dans la campagne. Hein. Alors, les fouilles, elles sont, si vous voulez, les fouilles sont dans ce sens-là, mais la voie, elle est dans ce sens-là. Et voilà ce que ça donne. Et on a, pour la première fois, une emprise de 18 mètres de large, et on est sûr que les chaussées différentes, hein, la centrale est évidemment la plus importante, mais les autres chaussées ont été utilisées parce qu'on a trouvé des traces de roues. Donc, c'est pas des bas-côtés, quoi. Alors, pour l'instant, malgré l'acharnement d'un certain nombre d'archéologues, on ne sait pas trop bien pourquoi elle a cette emprise-là, à cet endroit-là, alors qu'ailleurs, évidemment, elle ne peut pas être aussi large partout. C'est un contre-exemple à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je suis désolée. Hein. Bon, mais enfin, bon. Donc, on est encore dans l'expectative. Alors, comment est-ce qu'on mesurait les distances? Parce que ce n'est pas le tout. On ne prenait pas le légionnaire, un pas, ça paraît un peu difficile. Alors, paraît-il qu'on utilisait un odomètre, si vous voulez, le système qui permettait de mesurer. Bon, je reste assez sceptique sur cette technique, mais il fallait bien quand même qu'ils y en aient une. Hein. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Alors, comment est-ce qu'on se transportait? Alors, vous voyez, là, vous avez plein de moyens de transport. Alors, là, c'est très rural. Vous voyez, un petit âne, bon, ce n'est pas des grands voyages, ça. Hein. Ça aussi, hein, c'est quelque chose en osier, là aussi, vraisemblablement. Donc ça, ce n'est pas les grands voyageurs. En revanche, on commence à avoir là des voyages un peu plus importants. Alors, bon, c'est une stèle, évidemment, funéraire, hein, et on peut penser, si vous voulez, que c'est le voyage éternel, le voyage définitif qui est représenté ici, mais qui, sans doute, traduit une réalité. Alors, vous voyez, il y a 2 personnes ici, ça c'est le cocher, là, il y a sans doute 2 enfants, et puis on peut penser que le propriétaire de cette stèle avait une propension particulière, un amour particulier pour les chevaux, puisque vous voyez ici un bige, c'est-à-dire un char tiré par 2 chevaux, je crois, oui, il y a le compte, oui. Et donc, là, c'est décoré avec du transport aussi, mais un petit peu, j'allais dire, plus sportif. Ici, un autre bas-relief qui est intéressant aussi, et voilà, une reconstitution telle qu'elle a été faite à Cologne, et où on voit ce qu'on appelle une dormitoria. Sincèrement, je vous l'aurais déconseillé, hein, parce que c'est joli de dormir comme ça à l'étape. Je ne suis pas sûre on va voir que c'était peut-être pas si sûr que ça. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un tout petit peu à des amortisseurs. Mais à mon avis, bon, ça devait être bien, mais sans plus. Hein. Donc, alors, il faut savoir aussi
que la majeure partie des voyageurs, ce n'était pas ceux-là, c'était les légionnaires. Et une légion en marche, 5000 légionnaires. Il y a des valets d'armes, il y a des mules, enfin vous allez me dire, c'est pas tout à fait sur le même plan, mais quand même. Il y a des chevaux, il y a des chariots qui sont tractés, eux, par des bœufs. Et on peut penser qu'une légion qui marche, c'est 10 km. Donc, c'est normal, hein, il faut bien les mettre quelque part. En plus, ils étaient chargés de matériel, puisqu'il fallait qu'ils aient une forge, il fallait qu'ils aient des outils. On peut évidemment tomber en panne, en quelque sorte. Il fallait des pièces d'artillerie, il fallait des munitions, il fallait des vivres. Et on pense que la vitesse de déplacement d'une légion au complet, c'était, on va dire, 3 et 6 km par heure en temps normal. Bon, dans les cas graves, peut-être 8 km par heure. C'est pas beaucoup, hein. Vous rendez compte, ça devait aussi obstruer les voies, hein. Vous n'avez pas intérêt à être derrière, c'est comme les poids lourds, c'est un peu la même chose, mais là, pour doubler, ça devait être un tout petit peu plus difficile. On a dit aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Auguste a créé le cursus publicus, c'est-à-dire la poste impériale, avec un objectif à la fois militaire et politique. Il fallait être informé le plus rapidement possible des événements, en général catastrophiques, qui se passaient sur les frontières, et aussi informer ou donner des ordres aux proconsuls ou aux gouverneurs des différentes provinces. Alors, il y avait que l'empereur qui pouvait utiliser le transport d'État, hein. Alors, évidemment, les coursiers avaient un sauf-conduit, on va dire, un blanc-seing. Ils parcouraient habituellement 75 km par jour, avec 3 ou 4 changements de cheval. Ils devaient donner, hein, parce que je peux vous dire que, bon, ils n'avaient pas, souvenez-vous, hein, ils n'ont pas d'étrier. Hein. Et oui, ça a été inventé bien plus tard. Quand vous voyez Spartacus avec ses étriers, vous pouvez être sûr que, bon, enfin, on ne demande pas au péplum non plus d'être des cours. Hein, donc c'est. Alors, ils pouvaient peut-être aller plus vite encore. On raconte qu'en 69 de notre ère, un messager impérial, alors à prendre avec beaucoup de précautions, hein, est allé de la région du Rhin à Rome en 9 jours, en réalisant une moyenne de 220 km par jour. C'est peu vraisemblable. C'est peu vraisemblable. Bon, c'est la légende urbaine, ça. Hein. On raconte aussi que Jules César va de Rome à Genève en 8 jours, 150 km par jour, avec sa légion. Bon. Il va aussi de Rome en... Enfin, c'est César, c'est la légende dorée. Hein. Alors, il paraît que Pline nous raconte qu'on peut atteindre 200 000 par jour, c'est-à-dire 350 km. Une voiture électrique, des fois, ça ne peut pas faire ça. Hein. Il paraît que ça a été la vitesse de Tibère, donc le fils adoptif d'Auguste, quand il a voulu rejoindre son frère Drusus Germanicus, qui allait mourir en Allemagne. Il aurait fait 50 km par heure. Là, franchement, je pense que c'est un peu exagéré. Hein. Mais bon. Alors, on pense qu'il existait aussi une police de la route à certains endroits stratégiques. Et en fait, c'était des légionnaires qui bénéficiaient à l'occasion d'une solde augmentée et qui étaient dispensés de corvée surtout. C'est pas mal non plus. Hein. Bon. Alors, on a vu les véhicules. Je vous conseille celui-là, qui est le mieux. C'est le plus confortable. Ça va pas très vite, hein, mais ça vaut la peine, je pense. Hein. Alors, c'est une lectica, c'est-à-dire une litière, qui évidemment était réservée aux très riches, ça va de soi, et évidemment uniquement ou presque, pas tout à fait, dans les transports urbains. Et Suétone nous raconte que Caligula, qui a voyagé en 39, après évidemment de notre ère, de Rome à la frontière du Rhin, il nous dit « Il se mit en marche avec une si brusque précipitation que pour le suivre, les cohortes prétoriennes furent obligées, contre l'usage, de mettre leurs enseignes sur des bêtes de somme. Alors qu'il voyageait dans une litière portée par 8 personnes, la constitution est tout à fait fidèle, les troupes le suivaient avec tant de mollesse qu'il ordonnait aux habitants des villes voisines de balayer les chemins et de les arroser pour abattre la poussière. » C'est la preuve que, évidemment, les routes n'étaient pas systématiquement
pavés. Alors, il y a des inconvénients à voyager. On raconte des voyages. Alors, les écrivains nous racontent de temps en temps des voyages un peu difficiles. Alors, par exemple, on nous dit la route était creusée de fondrières, elle était par endroits recouverte d'un marais stagnant et ailleurs d'une couche de boue glissante. Alors, tout ce que je vous ai montré, vous voyez, la belle construction, tout ça, ça dépend. Ça dépend où et ça dépend quand. Les conditions pouvaient donc être assez mauvaises et donc c'était pas toujours une sinécure. Alors, il faut savoir aussi que les voies n'étaient pas éclairées. Vous l'aviez deviné, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on se déplaçait 2 jours. C'est pour ça que je déconseillais la dormitoria, parce que franchement, c'est un petit peu risqué. Et alors, comme pour la mer, vous savez que la mer, chez les Romains, elle était fermée de novembre à mars. On fermait la mer. On fermait la mer. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de déchets, c'est pas Marseille non plus. Mais en fait, on ne l'utilisait pas. Et effectivement, des malhonnêtes pouvaient l'utiliser. Comme ça, on surprenait l'adversaire. Ça pouvait être intéressant. Mais on pense que c'était un petit peu la même chose et que pour les routes, on évitait aussi de circuler en plein hiver. Parce que c'était quand même très risqué. Alors, d'ailleurs, César, dans la guerre des Gaules, indique qu'il prend ses quartiers d'hiver, et ça veut dire quelque chose, ce qui implique une entente évidemment entre les adversaires. Hein. Je prends mes quartiers d'hiver, mais tu vas pas venir m'enquiquiner, toi aussi prends-les quand même. Mais enfin, c'est une façon de guerroyer avec des trêves, on va dire. Hein. Alors, il y a aussi évidemment des accidents. Hein. Ça peut arriver. Ben oui. Un matériel pas très fiable, un truc qui casse, etc. On ne sait pas non plus, mais ça personne ne le sait, s'il existait un code de la route. On ne sait pas si on roulait à gauche ou à droite, on ne sait pas s'il y avait on ne sait pas grand-chose en fait finalement. Il faut dire que c'est toujours pareil, les écrivains ont plutôt tendance à écrire des choses extraordinaires, magnifiques, pour glorifier les gens. Dire comment on circulait, c'est pas très intéressant, puisqu'en plus on le sait. Donc pourquoi en dire? Alors, il y a un texte du VIe siècle de notre ère qui indique qu'il est ouvert une instruction, c'est-à-dire, on va commencer à poursuivre éventuellement, si un conducteur de Siccium, c'est-à-dire un cabriolet, en coupant la route à tous les autres, une priorité à droite, vous voyez, a renversé son véhicule, blessé ou tué un esclave. Un esclave, hein. Je pense qu'il y a lieu d'une action contre lui, il aurait dû attendre. Voilà. C'est vrai, ça ne se fait pas. Bon. Il devait exister une priorité implicite. Et il y avait aussi de l'insécurité. Il y avait des brigands sur les routes. Ça explique aussi parfois la préférence pour le transport fluvial. Quant aux voyageurs, aux pèlerins, aux touristes, ils préféraient voyager en groupe, c'est toujours plus sûr, pour pouvoir se défendre, bien sûr. Et les voyageurs les plus riches n'hésitaient pas à se déplacer avec leurs esclaves, bien sûr, ou accompagnés d'anciens gladiateurs, ça peut servir, qui étaient recrutés comme des espèces de gardes du corps. Alors, voilà une arrivée, bon là aussi, c'est un bas-relief, de voyageurs dans une mansio. Alors, vous voyez, il y en a qui voyagent à pied, à cheval ou en voiture, et ils sont accueillis. Alors, il y a 2 types d'infrastructures sur les voies qui sont destinées à une halte plus ou moins prolongée. Il y a ce qu'on appelle les mutations, c'est-à-dire les stations-service, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'hébergement. C'est tous les 20 à 30 km à peu près. On se repose, on se rafraîchit, on change de monture, on change d'attelage, on change de voiture et éventuellement on répare. On fait le plein et puis la pression des pneus. Voilà. Mais vous avez aussi des mansio qui sont moins nombreuses et qui sont des vrais gîtes relais et avec des écuries, des auberges pour la nuit. À Ambrusson, par exemple, on sait qu'il y avait au moins 2 catégories, peut-être même 3, d'hôtels. Vous avez le Hilton et vous avez l'Ibis Budget et le Formula. C'est grosso modo, c'est à peu près ça. Et donc,
c'était un relais qui a été construit en 30 avant notre ère, et donc le pont en bois, si vous voulez, était à l'endroit, ou pratiquement à l'endroit, de ces éléments. Alors, voilà une auberge. Hein. Alors, vous voyez en haut, là, il y a vraisemblablement des bouteilles, et là, il y a vraisemblablement un tonneau. On peut penser. Voilà. Alors, en Brussomme, voilà l'ensemble, c'était très important, hein, l'ensemble des bâtiments qui menaient au pont. On voit des bâtiments, il y avait une forge, il y avait peut-être un vétérinaire, qui évidemment s'occupait des chevaux, il y avait un petit temple aussi, quand vous allez en Brussomme, là, vous voyez un hôtel. Bon, les chambres, c'était simple, hein. C'était bon, c'était pas... Voilà. Mais c'est assez spectaculaire, le problème, c'est qu'il y a encore des terrains qui sont des terrains privés, et évidemment, on peut pas fouiller, il n'y a pas de raison, c'est chez les gens, hein, donc on fait assez attention. Voilà. Voilà, ça c'était une chambre. Par contre, les chambres des villas, même un peu prestigieuses, c'était guère plus grand. Hein. C'était pas là que se faisait la vie sociale. Il y avait des choses qui se faisaient, bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, les auberges n'étaient pas toujours superbement, fréquentées. Alors, vous voyez, bon, évidemment, ça, c'est pas sur la voie domitienne, hein, mais on voit qu'on peut y jouer au dé. Je vous signale que le jeu de dés a été interdit par Auguste, qui lui-même ne se privait pas d'aller jouer au dé, mais déguisé. Bon, c'était l'empereur, hein, aussi, hein, d'un autre côté. Donc, voilà, il y en a un qui dit, j'ai gagné, et l'autre lui dit, mais non, faut pas me la faire. Et ça, c'est une peinture d'un débit de boisson qui doit à peu près... nous dire une idée sur ce qu'était réellement la fréquentation de certaines auberges. Alors, alors vous pouvez lire, il n'y a pas d'enfants dans la salle, donc c'est bien. Alors, vous avez la stèle de Lucius Callidius Eroticus, je pense que c'est un nom d'emprunt, et de Fania Voluptas, son épouse. C'est évidemment une pierre funéraire. Hein, bon. Alors, on voit bien, c'est du vécu. Hein. Auberge, faisons nos comptes. Alors, c'est le soir, il part. Enfin, le matin, pardon. Tu as pris une mesure de vin, du pain, un as. Pour le ragoût, 2 as. Bon, d'accord, ok. Pour la fille, 8 as. Bon, c'est plus cher, hein, elle devait être d'un certain niveau. Hein. Et le foin pour le mulet, 2 as. Ce foutu mulet me ruinera. Alors, c'était un jeu de mots parce que, un peu comme dans les pays du Maghreb, disons les choses franchement, les ânes, ils étaient indispensables, mais en même temps, on tapait dessus, etc. Et le fait de trouver qu'on a un petit peu exagéré, c'est ça qui devait faire rire. Nous, on arrive à se calmer, hein, mais eux, c'est vrai que ça devait les faire rire. Alors, une autre inscription. Bon, je vous la lis parce que vous ne voyez peut-être pas bien, parce que sinon, évidemment, vous savez tout. C'est à Pompéi aussi. Et il est écrit « Nous avons pissé au lit », je suis désolée hein, de la vulgarité du propos, mais « Nous avons eu tort, aubergiste, je le reconnais. Si tu veux savoir la raison, c'est qu'il n'y avait pas de pot de chambre. » C'est imparable. C'est imparable. Alors, la Via Domitia, elle continue à être présente. Alors, vous voyez, il y a un collège à Manduel qui s'appelle Via Domitia, l'université de Perpignan s'appelle Via Domitia, c'est tout, hein. Il y a du vin, il y a une agence, il y a une pharmacie, il y a même un EHPAD, je ne me souviens plus où, à Narbonne, je crois. Il y a des agences immobilières, il y a des constructions d'habitat, etc., etc. Enfin, ça va, donc, voilà. Et bon, et voilà, et nous avons fini. Alors je vous présente simplement une photo du président de notre jeune association, ça rassurez-vous, je ne vais pas vous forcer à adhérer, notre jeune association qui s'appelle Via Domitia Collectif Occitanie, donc
Nous, on se borne à Beaucaire, on va pas au-delà, c'est trop loin après. C'est déjà loin, 4 départements, ça fait déjà loin. Qui a écrit un livre qui est ici, si vous voulez, vous pouvez venir le regarder, qui a été préfacé, une longue préface par Dominique Garcia, donc le président de l'INRAP. C'est quand même une pointure. Hein, donc voilà, c'est tout. Bien. Un peu long quand même, hein? Bon, enfin. On a encore des questions. Vous avez des questions? Je ne sais pas si je vais savoir. Donc la via Domitien passait après à Saint-Gabriel, c'est ça? Oui. De Beaucaire à Saint-Gabriel. Oui. Et Glanon. Et Glanon. Absolument. Mais pas par Vaison-la-Romaine. Ni à... Non, attendez, là, attention. Hein. Moi, je veux pas sortir sous les colibets et les tomates. Hein. Bon, je l'ai dit une fois, peut-être même deux d'ailleurs. Je crois que c'est important de le dire. Non, c'est vrai. Mais il y a des cartes qui sont pas très très justes, hein, là, honnêtement. Il y a plein d'erreurs, même dans les routes. Tout à fait. Par exemple, il y a aussi une autre erreur, c'est que on dit souvent, alors ça peut être vrai dans certains cas, que les ornières, vous savez, c'est ce qui a été fait par le passage des roues, des chars. Il y a des endroits, c'est sûr qu'ils étaient faits d'avance, pour, si vous voulez, pour éviter les trajets dangereux. Ça servait de guide. Tout à fait. Mais déterminer si dans ce cas-là c'était ça ou c'était autre chose, on ne sait pas ça. Vous n'avez pas parlé du haut de la via Du haut. du côté de Briançon. Oui, Montgenèvre. Parce que j'ai considéré démocratiquement toute seule que en fait, comme c'était la Via Cotia per Alpem, que je n'en parlerai pas. Puis en plus, notre association, soyons honnêtes, soyons cocardiers même, elle ne concerne que 4 départements, c'est-à-dire, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Hein. Il y a Cavaillon, par exemple. Il y a Cavaillon, il y a un arc. Briançon, ils revendiquent. Ah ben absolument. Ah mais ils le sont. Ben, ils sont sur une voie qui allait jusqu'à Montgenèvre. C'est vrai qu'il aurait été plus simple de faire le tracé. Ils allaient jusqu'à l'Arc de Triomphe. Tout à fait. Il y a l'arc de triomphe de Cavaillon. Bon, il a été déplacé, hein. Mais c'est vrai que ça manifeste aussi un passage. Hein. C'est sûr. Et à Beaucaire, il n'y a pas de traces Pas directement. Pas dans Beaucaire. ni à Tarascon. Ni à Tarascon. Mais en revanche, les quatre colonnes, enfin les 3 on va dire, hein, parce que la 4e elle est vraiment... C'est une question très importante dans tout ça, parce que on sous-estime beaucoup ce qu'était Beaucaire et Tarascon, qui était très important avant l'arrivée de Arles grandiose Tout à fait. par les Romains. Oui. Mais auparavant, Beaucaire était le port, et Beaucaire-Tarascon, c'était là que passait la voie. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Où passer sur la Durance la voie Domitien? Puisque vous parliez de Cavaillon, à quel endroit passer? C'est compliqué. Alors, y compris par exemple pour Hannibal, qui est encore antérieur. Hein. Ce qu'on sait, c'est que, je parle du Rhône là pour le coup, enfin, ça doit être un peu le même problème. Il faut se dire qu'il est vraisemblable que le régime du Rhône, par exemple, n'était pas le même que celui qu'on connaît maintenant. Vous savez, un peu de la même manière qu'on sait que les côtes de Méditerranée, elles n'étaient pas du tout, elles n'étaient pas vraiment à l'endroit où elles sont. Ça a bougé. Le Rhône, il a bougé. Enfin, le delta du Rhône, il a bougé. Enfin, tout ça, ça a bougé. Et il est vraisemblable qu'il y avait sans doute des endroits de guet, avec tous les guillemets possibles et imaginables, possibles. On pense par exemple les éléphants, parce qu'à l'époque, il y en avait encore 37 à cet endroit-là. C'est après que ça s'est gâté. Après, il n'y en a plus qu'un. On pense qu'il les a fait passer sur un radeau. Passer des éléphants sur un radeau, il ne fallait pas qu'il y ait non plus trop d'eau. C'était facile de faire un radeau avec les... Ça, c'est facile de faire un radeau. Ça, c'est sûr. Mais si vous voulez, on ne sait pas les passages, c'est une des choses qui sont les plus difficiles. En Brussomme, c'est formidable parce qu'il y a une trace de pont. Les quelques ponts que je vous ai montrés, mais ils ne sont pas tous sur la Via Domitien. Moi, j'avais entendu parler du pont Saint-Esprit pour Hannibal. Non. Est-ce que Je crois pas. On a dans le Gard
Jean-Pierre Renaud qui a fait sa thèse justement sur le passage d'Hannibal. Et c'est lui qui m'a grondé parce qu'au départ, j'avais pas marqué passage hypothétique. Vous savez qu'il y a eu des tas de gens qui ont fait des carottages pour savoir s'il y avait des... bon, bref. Et lui a une hypothèse. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'était sa thèse. Et il m'a dit, non, faut marquer passage hypothétique parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et même le passage des Alpes, c'est pas certain. C'est pas certain. Non. Alors, si vous voulez, si les Alpes, on ne sait pas, parce que là, il y a des possibilités de traces. Peut-être qu'on ne les a pas trouvées, mais les rivières ou les fleuves, c'est encore moins évident. Moins évident. En fait, plus on en découvre, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas beaucoup. C'est pas très rassurant. On s'aperçoit surtout qu'il y a eu beaucoup de menteurs parmi nos écrivains qui ont inventé des histoires. Ah ben, et là, ce que je vous ai raconté, combien 350 km bon, je veux dire, c'est impossible, c'est impossible. Même les grands géographes de César ont inventé des choses. Bien sûr. Ah ben, de toute manière, il fallait aussi respecter. Il fallait être un courtisan quand même, un peu servile. Hein. Il fallait faire plaisir aux puissants parce qu'il arrive des fois des trucs. À regarder Cicéron, bon, c'est vrai que là, je vous ai montré, il n'était pas formidable. Hein. Enfin, il n'était pas formidable avec les Gaulois, que nous ne sommes pas forcément. Enfin bon. Mais en même temps, souvenez-vous de ce qui lui est arrivé. Hein. Il s'est quand même fait couper les mains et la tête. Ça ne doit pas être terrible, hein, franchement. Moi, non. Il s'en est parmi, non? Oui. Quand on voit l'ampleur et la technicité du chantier, est-ce qu'on aurait pu se dire qu'on m'a préparé pour plus tard que ce soit utilisé pour les trains, voire les TGV? Non, c'est comme je vous ai dit, ils avaient inventé la Wi-Fi. La preuve, c'est qu'on n'a pas trouvé de fil. Bon, c'est un peu la même chose. Oui. C'est une anticipation. Non. Je t'en prie. L'autoroute a pris le tracé de la Terre. Oui, pratiquement, oui. Pratiquement. Enfin, il y a eu une exposition à l'Axe il y a quelques années qui s'appelait Circuler, il y a tout à voir. Et c'était des gens de l'INRAP, justement. Vous savez, il y a eu à un moment donné, il y avait déjà l'autoroute A9, puis il y a eu un dédoublement de l'autoroute avant Montpellier. Hein. Donc là, ça a été l'occasion extraordinaire pour l'INRAP, c'est obligatoire, d'aller faire des fouilles préventives. Et ils ont trouvé des tas de choses. Comment? Autour du TGV. Oui, autour du TGV aussi. Oui. Ça c'est tout. Sauf que c'est toujours un peu frustrant parce qu'en même temps, c'est des fouilles qui ont une durée très très réduite. Hein. Il faut y aller, quoi. Comme le parking de Nîmes. Tout à fait. Ah oui. L'avenue Jean Jaurès, oui. Oui. Mais la prochaine fois que vous venez à Nîmes, il faudra faire aussi non pas les expositions temporaires, mais faire le fond permanent. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Mais je vous dis, moi, je ne suis pas originaire de Nîmes, je ne suis pas originaire d'Arles. Je suis totalement indépendant. Merci encore, Michel. De rien. C'est un peu long quand même. Hein.